Patrice Guénifé, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche à l'EHESS. Vous Oui, êtes l'auteur de Napoléon et De Gaulle, deux héros français, paru aux éditions Perrin en 2017, oui, qui a eu le prix Montaigne en 2017, et qui sort ces jours-ci chez Harvard University Press en version anglaise. oui. Vous Hmm. avez accepté de répondre aux questions de l'Institut français du Royaume-Uni à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, et nous vous en Oui. remercions. Alors ma première question serait la suivante. Le 18 juin de 1940, à Londres, avec l'appui de Winston Churchill, le général de Gaulle prononçait un discours historique à la BBC, appelant la population française à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l'Allemagne. Par, je cite, cet acte de raison en même temps qu'acte de foi, par ce geste aussi moral que politique, diriez-vous que le général de Gaulle avait conscience d'incarner la France contre ceux, la majorité à vrai dire, qui l'avaient abandonné et trahi? Et au moins, en avait-il conscience, au moins il en avait la volonté. C'est-à-dire qu'il avait pris sa décision 2 jours plus tôt au spectacle de la décomposition générale en France et surtout à la nouvelle de la signature de l'armistice qui ne faisait plus aucun doute, même si elle est intervenue seulement le 17. Donc il avait conscience, il avait la volonté d'incarner la France parce qu'il était porté par deux convictions. La première, c'était le refus de déposer les armes. Lui qui, quelques jours plus tôt, avait conduit des opérations militaires dans des conditions très difficiles, même s'il ne se faisait aucune illusion sur l'issue des combats. La deuxième, c'est qu'il avait la certitude, déjà, et c'est ça sans doute le plus étonnant chez lui, et probablement il la partageait, cette certitude avec Churchill, que l'Allemagne ne pourrait pas gagner la guerre. Et il l'avait écrit d'ailleurs dans un mémorandum adressé à des hautes personnalités, à la fois civiles, politiques et militaires françaises, sans aucun écho d'ailleurs, au mois de janvier 1940. Donc bien au moment de la drôle de guerre et bien avant l'offensive allemande et l'effondrement de l'armée française. Il avait écrit que cette guerre, outre ses aspects idéologiques qui faisait qu'on ne pouvait pas traiter avec Hitler, cette guerre était une question mécanique. C'est-à-dire qu'au final, le vainqueur serait celui qui pourrait soutenir le plus longtemps l'effort de guerre. Et que l'Allemagne, vu le petit nombre de ses alliés, puisqu'à cette époque c'était uniquement l'Italie, ne pourrait pas, malgré sa puissance industrielle, soutenir durablement l'effort si en face d'elle, un certain nombre de pays, et à l'époque, il espérait que ce serait la France et l'Angleterre, ne cédaient pas. Et que dans ce cas-là, finalement, la capacité industrielle des ennemis de l'Allemagne, a fortiori si les Américains entraient dans la guerre, dépasserait largement celle de l'Allemagne et l'affaire serait réglée ainsi à un moment donné. Il ne se prononçait pas sur la durée, évidemment, de la guerre. Maintenant, sur la question de la trahison par les Français, de la cause alliée et de la cause de la lutte contre l'Allemagne nazie, je ne suis pas sûr qu'il était aussi radical que vous le dites dans votre question. Parce qu'il savait bien, au fond, que l'armistice était inévitable. Le problème n'était pas tant l'armistice que la politique de collaboration qui a suivi. Parce que dans la situation qui était celle de l'armée française en mai 40, après l'offensive éclair des Allemands, il n'y avait pas d'autre solution que l'armistice. Mais sans doute, il pensait que quelqu'un devait prendre date, quelqu'un devait manifester son soutien aux Alliés, même si l'armée capitulait, pour le jour où l'armée française sera en position de reprendre la lutte. Je pense donc que sa position était plutôt nuancée et que longtemps il a espéré que comment dire, des dignitaires du nouveau régime le rejoindraient ou du moins prendraient langue avec lui à Londres. Voilà, je crois que c'était ça sa position. Et même au départ, mais est-ce qu'il était sincère? Ça, on peut en douter. Il appelait un plus haut gradé que lui, parce qu'après tout, il était que général de brigade à ce moment-là. Il appelait un plus haut gradé que lui à venir prendre la tête
de la résistance française à Londres. Et ça, je pense que je pense pas que c'était sincère. C'est-à-dire, il le disait parce que précisément, il savait que personne ne viendrait. D'accord. Oui, Au-delà de ce moment de l'homme providentiel, moment crucial mais somme toute assez bref, vous rappelez l'héritage politique du général de Gaulle dans votre livre. oui, Et je vous cite, il a bâti des institutions politiques durables, il a rendu à la France confiance en elle-même et estime du dehors, il a figuré un pouvoir associant autorité et efficacité, et il a permis d'en finir, non sans tragédie, avec la période colonialiste de la France. Alors, j'ai envie de vous demander, à l'heure où gaullisme et anti-gaullisme se sont éteints, quel sens donner à cette commémoration du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin? bah, précisément tout ce que vous venez de rappeler. Parce que faire tout ça en quelques années à partir de 1958, c'était pas rien. La France n'arrivait pas à trouver des institutions durables et stables. La quatrième République n'était pas un mauvais régime, c'est un régime qui a fait beaucoup. Il a reconstruit la France après la guerre, c'était pas rien. Mais en même temps, politiquement, c'était un régime instable et qui n'arrivait pas, comme on dit, à trouver son assiette. Et il est tombé à cause de ça. Et d'autre part, il est tombé surtout contre l'écueil de la décolonisation de l'Algérie, puisque personne n'avait la volonté de trancher l'affaire, dans un sens ou dans un autre. Et De Gaulle l'a fait d'une manière assez cruelle, puisqu'il est arrivé au pouvoir sur les épaules de l'Algérie française, et 4 ans plus tard, il signait avec le FLN un traité qui rendait l'Algérie aux Algériens, en tout cas au FLN. Donc il l'a fait cruellement. Donc il fallait quelqu'un d'assez courageux, d'assez fort, d'assez dénué de sentiments aussi, pour sacrifier à l'intérêt général ou à l'intérêt de l'État une partie de la population, puisqu'au fond, les pieds noirs ont été sacrifiés dans cette affaire. Et pire encore, les harkis, c'est-à-dire tous ces Algériens qui avaient fait le choix de la France, qui ont été littéralement abandonnés et livrés à leurs ennemis. Donc il fallait un caractère trempé. Donc il a fait tout ça. De plus, il a donné à la France des institutions assez stables, puisqu'elles durent encore aujourd'hui, au point que personne ne songe sérieusement à changer la Constitution. Et il a donné un système qui est un peu une synthèse. Alors on critique beaucoup les aspects monarchiques aujourd'hui de la Ve République, mais ça réconcilie au fond les deux principes d'autorité et de liberté que la Révolution n'avait pas réussi à mettre ensemble, alors même qu'elle le voulait. Napoléon avait fait basculer le régime du côté de l'autorité sans liberté, et puis on avait eu des régimes parlementaires faibles qui mettaient la liberté avant l'autorité. Et au fond, De Gaulle, il a réussi à joindre les deux. Donc son héritage est très, très imposant et justifie qu'on commémore les différents anniversaires de cette année. Alors, si les rapports entre De Gaulle et les Français se sont assez vite dégradés, vous rappelez que le gaullisme a eu des effets durables sur la mentalité nationale, Oui. et à en croire les sondages, dans l'esprit des Français, le général de Gaulle demeure aujourd'hui le plus grand personnage de notre histoire. Alors est-ce à dire que le légendaire de la grandeur, comme vous dites, a encore de beaux jours devant lui? Oui, je crois. D'abord parce que tous les peuples aiment, au fond, être représentés par des personnages qui ont de l'allure, qui incarnent bien la fonction. On le voit en Angleterre, hein, Churchill, même en dépit de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Londres. Je crois que pour une majorité d'Anglais, Churchill reste une figure positive. On voit que les Américains sont nostalgiques de ceux qui ont été de bons présidents et qu'au fond, ce que vous appelez le légendaire de la grandeur retrouve des couleurs dans les périodes un peu dépressives ou dans les périodes ternes ou dans celles où le pays n'est pas très bien incarné. Et donc, probablement, on voit qu'aux États-Unis, le pays est incarné d'une manière qui divise plutôt qu'elle ne réunit. Donc, dans ces périodes-là, les figures positives de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui ont réussi pour un moment à réconcilier, c'est très dur de réconcilier, et surtout les pays très divisés par l'histoire, par le tempérament, par les intérêts aussi. C'est très difficile.
de réconcilier. Et dans ce cas-là, les figures qui réconcilient, eh bien, sont des figures que la mémoire cultive. C'est le cas de Gaulle, c'est beaucoup moins le cas de Napoléon, parce qu'au fond, il a réconcilié lui aussi, mais très brièvement, avant de diviser à nouveau par ses guerres. Et aussi parce que c'était une figure qui manquait de vertu personnelle. La preuve, il n'arrive pas à prendre sa retraite, il revient tant qu'il peut, il revient en 1815. Alors que De Gaulle, certes, l'âge était là, mais quand même, il a réussi à 2 reprises, il est rentré chez lui. Et ça en fait une figure politiquement vertueuse. Et en plus, on sait que c'était quelqu'un qui ne cherchait pas son intérêt personnel. Donc, pour toutes ces raisons-là, ces figures de légende ont un bel avenir devant elles. Alors les commémorations sont aussi l'occasion de réfléchir à la façon de pratiquer et d'enseigner l'histoire. Dans votre livre, vous mettez en garde pardon, contre les 3 dangers qui, dites-vous, la menacent aujourd'hui. Vous parlez de la démarche déconstructiviste à la mode qui essaie de montrer que la France n'existe pas. Vous parlez aussi de l'Alzheimer mémoriel qui réduit toujours plus la profondeur de notre vision du passé. Et vous parlez aussi de la mentalité niveleuse qui voudrait en effacer tous ces héros. Alors ces visions antagonistes ou complémentaires, diront certains, de votre discipline, proviennent-elles de la difficulté qu'il y a à écrire une histoire commune dans une société de plus en plus diverse? Oui, bien sûr. Il est certain que, d'abord, il y a un phénomène d'époque, de sensibilité contemporaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, les individus modernes, et vous, moi, tout le monde, nous nous déterminons de moins en moins par rapport à la tradition ou à notre passé, parce que nous vivons dans des sociétés beaucoup plus concentrées sur l'instant, donc où le passé nous détermine moins qu'avant. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes d'abord des citadins. Donc nous n'avons plus l'enracinement qu'avaient les gens dans des sociétés essentiellement rurales. Donc forcément, il y a un rétrécissement de la perspective historique. Nous ne pensons plus que ce qui s'est passé au Moyen Âge détermine ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est un phénomène général observé dans toutes les sociétés développées, industrielles et démocratiques. Maintenant, il y a un effort, effectivement, pour soit effacer l'histoire, parce que par définition, elle ne peut pas être celle de tout le monde, soit pour inventer un autre type d'histoire, ou écrire plutôt, c'est moins péjoratif de dire ça, un autre type d'histoire où tout le monde pourrait se retrouver. Et il est vrai que c'est un vrai problème dans les sociétés diverses et plurielles qui sont les nôtres aujourd'hui, avec le grand brassage démographique ou migratoire. Pour autant, je pense que c'est un appauvrissement qui ne rend service à personne. Parce qu'après tout, notre pays a été peuplé par des gens qui ne venaient pas tous du Massif central. Et au fond, l'histoire commune, c'est une histoire dans laquelle on se reconnaît par un acte de volonté, sans qu'elle soit forcément la nôtre. D'ailleurs, toute l'histoire de France, si je me réfère à l'histoire de ma famille, par exemple, de la région d'où je viens, toute l'histoire de France n'est pas mon histoire. Et je ne me reconnais pas dans toute l'histoire de France. Pour autant, l'histoire de France est mon histoire, à un niveau, disons, à 2 degrés ou indirect. C'est une histoire collective dans laquelle je me reconnais, même si je n'en approuve pas tout. Et même si toute cette histoire ne me fait pas écho à ce que je suis. Donc voilà, chaque pays a son histoire. Par exemple, tous les Anglais ne descendent pas des Saxons. Mais néanmoins, l'invasion saxonne a apporté beaucoup à l'Angleterre. Et si on n'enseigne plus cette histoire très lointaine, si on n'explique plus aux Anglais qu'ils ont échappé de fait à la domination romaine, eh bien on ne comprendra pas pourquoi l'Angleterre a pu mettre des barrières à l'autorité de l'État alors que les Français n'ont pas réussi. Donc l'histoire explique beaucoup et je pense que le problème n'est pas l'identification. Peu importe que les gens s'identifient ou non à une histoire. L'important, c'est que cette histoire est modelée, dessinée, leur environnement actuel,
la culture globale dans laquelle ils grandissent et dans laquelle ils vont vivre. C'est ça l'important. Ce n'est pas un problème d'identification personnelle. D'accord. Je voudrais terminer cet entretien avec une citation du général de Gaulle. Je crois qu'à présent, non plus qu'à d'autres époques, l'union de l'Europe ne saurait être la fusion des peuples, mais qu'elle peut et doit résulter de leur systématique rapprochement. Ma politique vise à l'institution du concert des États européens. Rien n'empêche de penser qu'à partir de là, et surtout s'ils sont un jour l'objet d'une même menace, l'évolution puisse aboutir à leur confédération. Fin de citation. Quelle portée donner à ces mots du général de Gaulle dans l'Europe nouvelle qui est la nôtre aujourd'hui, conçue, écrivez-vous, comme l'antithèse et le dépassement des vieilles nations? Oui, c'est du moins l'une de ces dimensions. Je pense que la vision européenne de Gaulle, très proche en fait de la vision allemande de l'Europe, était une idée féconde et puissante. Il était trop historien, parce qu'il connaissait l'histoire, mais je pense que Churchill avait les mêmes idées. Il était trop historien pour croire qu'il existait un peuple européen et que de ce peuple européen momentanément divisé en nationalités, on pourrait faire un tout commun, fondre tous ces peuples divers en un tout commun. Il ne pensait pas ça. Mais il pensait en effet que l'Europe était l'avenir des nations. Même si les nations ne disparaissaient pas parce qu'elles correspondent à quelque chose en quelque sorte d'organique, néanmoins l'Europe était une nécessité, surtout à son époque, c'était l'affrontement des deux grands, États-Unis, Union soviétique, et il pensait que la France elle-même ne pouvait pas exister entre ces deux mastodontes et qu'il fallait favoriser la construction européenne, une Europe qui serait construite à partir de ces coopérations, de ces échanges, du marché commun, éventuellement, et il ne l'excluait pas pour l'avenir, une forme d'intégration complémentaire. Je pense qu'au fond, il avait cette idée traditionnelle que l'Europe doit devenir française un jour ou l'autre, et c'était bien dans son état d'esprit, c'est-à-dire une Europe confédérée. Je ne suis pas sûr que ça marche, les confédérations, mais peu importe, à part en Suisse. Mais une Europe confédérée qui serait animée principalement par la France et ensuite par l'Allemagne. Je crois que sa vision de l'Europe est aujourd'hui, d'une certaine façon, la vision de l'Allemagne, qui ne veut pas d'une Europe fédérale, qui veut d'une Europe qui soit une zone marque où l'Allemagne joue un rôle prépondérant, sans se dissoudre dans l'ensemble européen. Et je crois en effet qu'une telle Europe marcherait bien mieux que celle dont rêvent certains et dont vient de sortir l'Angleterre. Peut-être que si l'Europe redevenait plus conforme à ce qu'avait voulu De Gaulle, à ce que voulait Adenauer aussi, l'Allemand dans les années 50, eh bien l'Angleterre pourrait revenir. Patrice Guénifé, merci d'avoir partagé avec nous Merci vos à vous. réflexions. Merci à vous.